Bonjour à tous, Benjamin Nem, je suis concepteur lumière et vidéo. Et j'ai monté Luminarist il y a quelques années, dans lequel j'ai accueilli François sur la partie son, et après un long parcours ensemble, mais on en parlera. Je vais me présenter aussi. Donc, moi, je travaille plutôt pour le théâtre, en conception son, évidemment, et aussi en conception vidéo. Voilà. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs projets théâtraux. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite, en fait. Ouais. Peut-être qu'il faut commencer par là, parce que je pense que c'est un point qui a permis un vrai point de rencontre entre la lumière et le son. On a travaillé pendant une bonne dizaine d'années ensemble avec une metteur en scène qui s'appelle Florence Lavaux, et qui avait un travail d'écriture de plateau assez long et assez particulier, donc qui s'étalait sur des processus d'à peu près 90 jours de création, dans lequel le son, la lumière, la vidéo, la scénographie, le costume et évidemment les interprètes étaient réunis dans une sorte de cocotte minute, étalé sur presque une année de création, et dans lequel finalement chacun des éléments devient un élément de langage du projet final global. Donc tout commence en quelque sorte par des formes d'improvisation qui peuvent être tirées par l'un ou l'autre ou plusieurs éléments de composants, jusqu'à aboutir à des formes finales extrêmement écrites, extrêmement précises. Oui. Luminariste. Ouais. Donc, en tout cas, ça a donné le fait de pouvoir, j'ai envie de dire, parler librement entre son et lumière, et d'être capable de comprendre l'influence que l'un et l'autre ont mutuellement, et d'être capable aussi de discuter par rapport à tout ça. Un petit mot juste sur Luminarist pour présenter un petit peu le contexte de création, parce que là, on est plutôt là dans le cadre de rencontres, on va dire, théâtrales, etc. Et quelque part, c'est une forme de théâtre un petit peu qui s'exporte dans la rue, et dans lequel il n'y a plus vraiment d'interprète non plus. Du coup, il y a une forme un petit peu particulière à cet endroit-là. Mais pour autant, on aime raconter des histoires dans l'espace public. C'est vraiment ça notre terrain de jeu. Je peux... Vas-y. Donc juste, je coupe mon ami Benjamin, mais c'est juste pour faire une petite incursion avec un petit clin d'œil à Saint-Jean, puisqu'on a parlé de Saint-Jean sur la première partie. Moi, j'ai commencé à travailler avec un metteur en scène qui s'appelait Pierre Orma, et qui aimait à dire que pour lui, le théâtre, c'était... il paraphrasait l'évangile de Saint-Jean en disant que pour lui, le théâtre, c'était le lieu où le verbe se fait chair. Je vais pas vous répéter l'évangile de Jean, mais en tout cas, ce qui était important, c'était le verbe se fait chair. Le verbe, c'est l'écriture, c'est la pensée, c'est raconter une histoire, enfin, c'est ce qu'on appelle la dramaturgie, qui se fait chair, c'est-à-dire qui prend corps, qui s'incarne, et nos médias, que ce soit le son, la lumière, l'image, participent à cette incarnation. Donc, ce qui est fondamental pour nous, en tout cas, c'est que on ne peut pas avoir une incarnation si on n'a pas le verbe. C'est-à-dire que la question de la dramaturgie, elle est vraiment centrale. Qu'est-ce qu'on raconte? Et après, on verra comment on le raconte. Voilà. Je finis juste une petite parenthèse. Non, c'est très juste. Donc nous, on conçoit des installations qui sont lumineuses et sonores, qui prennent place dans l'espace public. C'est souvent monumental. On joue plutôt dans un réseau de fêtes des Lumières, ou au sens large, ou de festivals d'art numérique, etc. Donc on s'adresse à un public qui est quelque part non convoqué, même s'il a envie de venir au spectacle. En tout cas, on ne lui dit pas « viens à 20h30 au spectacle, le rideau va s'ouvrir, on va dérouler une histoire à partir de là ». On est au contraire sur des publics qui sont non captifs, qui sont un petit peu volatiles. Donc quelque part, il faut un peu capter l'attention, dont il faut renouveler l'attention, etc. Donc ça nous amène à des méthodes d'écriture qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu après. Mais je pense que c'est un point relativement central, en tout cas dans la manière dont on aborde les choses. Le deuxième point, puis on va attaquer par là, on va balayer comme ça quelques œuvres, c'est on a un rapport à l'anthropocène au sens large, dans le sens où on écrit à partir du réel. Il y a quelques années, et je pense que c'est intéressant peut-être de commencer par ça, on a construit une forme de tornade lumineuse et sonore, parlant justement de phénomènes de réchauffement climatique et
de ces phénomènes qui vont en quelque sorte s'amplifier et surtout qui sont pour le moment plutôt contenus dans la zone subtropicale et qui sont capables de changer un petit peu de trajectoire, etc. Et du coup, notre proposition, en quelque sorte, elle est de dire qu'est-ce que c'est qu'une tornade dans une ville qui n'est pas habituée à une tornade. Donc on vient raconter le passage d'une tornade au sein d'une ville. Et on part comme ça à l'intérieur de données. Et j'ai envie de faire une parenthèse là maintenant, peut-être sur un rapport au son qui est assez long et qui au final est né. Il se trouve que j'ai fait l'ENSAT il y a une quinzaine d'années. Et on travaille avec un metteur en scène, avec Jean-Pierre Vincent, qui nous avait demandé de recréer la lumière de l'Italie, etc., pour une scène donnée. Alors nous, bien appliqué, voilà, on a passé plusieurs jours à réfléchir, à installer des projecteurs, etc., à régler. Et on arrive à un truc assez satisfaisant. On sentait une petite lumière, un peu d'Italie, même si c'est un peu large, on va dire, comme proposition. Voilà, on bosse pendant plusieurs jours comme ça. Puis à un moment donné, il y a deux étudiants en son, un peu dilettants quelque part, qui arrivent et qui posent deux enceintes comme ça au fond du plateau, dans un coin, le haut-parleur même pas orienté vers le public, etc. Bon, ok, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et puis en fait, ils étaient allés enregistrer en Italie des marchés. Et du coup, on avait d'un coup, ils ont mis play et en fait, on était en Italie. Et tout de suite, en fait, le pouvoir du son, dans sa capacité d'évoquer et de rendre concret des choses, m'a paru extrêmement évident. Et ce qui était super, c'est que du coup, ça permettait de libérer un autre champ pour la lumière et de dire, ok, là, si le son est en train de prendre en charge de raconter quelque part le lieu, de situer l'histoire, etc., ok, en lumière, ça veut dire que je peux m'en extraire. Et j'ai gardé beaucoup cette chose-là. Et pour revenir à Cimopolé, donc la tornade lumineuse, c'est là où j'ai eu envie de faire appel à François, parce qu'en fait, il y a un moment où si on veut raconter un élément réel et des éléments concrets, ça va pas uniquement se faire par le biais de la lumière et quelque chose comme ça, et je vais être trop limité dans ma capacité de raconter l'histoire que j'ai envie de raconter en me basant uniquement sur la lumière. Oui. C'est ce rapport aux éléments, même si effectivement l'aspect sémantique du son est importante, en fait, on ne peut pas être hyper réaliste, c'est-à-dire que ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi, avec les éléments naturels, trouver une distance, trouver des façons de raconter avec des éléments naturels et aussi d'autres éléments sonores. Effectivement. Donc souvent, c'est vrai qu'on emprunte une forme de dramaturgie un petit peu bâtie par différentes couches. Si on prend le cas de Cimopolé, on raconte effectivement le passage d'une tornade dans une ville, et en fait, le passage d'une tornade est un peu codifié quelque part. C'est-à-dire que dans les pays dans lesquels, en tout cas, on est dans des zones cycloniques, il y a tout un système d'alerte qui est mis en place et qui permet de prévenir les populations, de se barricader, d'aller faire des courses d'eau, d'aller faire, etc., pour permettre de vivre ce moment-là de la manière la moins pénible possible, etc., même si ça va faire des dégâts matériels, mais au moins qu'il n'y ait pas trop de dégâts humains. Et ensuite, c'est quand même une série de vents complètement hallucinants, une quantité de pluie complètement hallucinante qui passe. Il y a un moment complètement fou à l'intérieur d'un cyclone qui est l'œil du cyclone, dans lequel, en fait, d'un coup, en fait, il fait beau. C'est un grand rayon de soleil, il y a un grand rayon de ciel bleu à cet endroit-là. Enfin, si vous voyez des images de ça, c'est complètement fou. Et par contre, le pire est à venir, parce que après, les vents vont changer de sens. Donc, en gros, tout ce qui a un petit peu été secoué d'un côté, en fait, est secoué de l'autre côté, et c'est là où généralement ça cause tous les déracinements, tous les envols de tôle ou de toit ou de choses comme ça, etc. Et voilà. Et donc ça, c'était notre premier fil, en fait, d'essayer de raconter quelque part le passage d'une tornade. Et le deuxième fil, c'était aussi un fil, on va dire, avec plus d'émotion quelque part. Et là, c'est plutôt un fil musical, c'est-à-dire que dans nos œuvres, en fait, on travaille avec deux personnes au son, François Weber et Camille Rocailleux, qui est un compositeur pour la scène et pour le cinéma. Et j'ai envie de dire que Camille apporte une matière musicale qui, pour moi, est souvent reliée à de l'émotion, et notamment là, dans le cadre d'une œuvre sur le changement climatique. En fait, il y a des émotions de colère, il y a des émotions de résilience, il y a des émotions de peur aussi, etc., qui sont là. Et la musique est un bon vecteur pour le faire passer. Et ensuite, François, généralement, je te livre un peu ça. Généralement, je lui dis, tiens, il pourrait y avoir ça.
L'idée, c'est la construction, en fait, se fait à la fois avec des éléments sonores naturels ou des prises de son, avec des éléments sonores qui peuvent être complètement abstraits, et les éléments musicaux de Camille. Et donc, c'est comment est-ce qu'on construit un discours sur un temps la Simopolée, c'était 10 minutes, tu disais. Voilà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une narration avec des fortés, avec des moments plus calmes, avec un parcours, un début, un développement et une conclusion, quoi. Voilà. Mais je sais pas, on peut peut-être faire... on peut regarder. Voilà, regarder un petit extrait. Alors, c'est un peu ingrat, les extraits, parce que c'est plutôt des teasers, donc ils sont pas forcément... Il y a un montage supplémentaire par rapport à l'œuvre, quoi. A new study finds that hurricanes in 2020 produced more rain due to climate change, a trend that's only likely to continue. Oui, quelque chose qui est important dans la manière dont on travaille, c'est que le son est vraiment pensé pour une installation visuelle. C'est-à-dire que dans la notion de rythme, dans la notion de quels sont les éléments sonores qui vont être majeurs, enfin qui vont être mis en avant à tel moment ou à tel moment, évidemment, ça dépend du visuel. Donc on travaille ensemble en aller-retour. C'est-à-dire que souvent on commence par se raconter, voilà, quel est le fil qu'on va tirer. À partir de là, souvent je commence à faire des propositions. Alors petite parenthèse là-dedans, on se connaît bien avec Benjamin, c'est-à-dire que je n'hésite pas à faire des erreurs. Et ça, je crois que c'est vraiment important, c'est fondamental. C'est-à-dire je n'hésite pas à proposer des choses qui ne sont pas intéressantes, mais qui vont nous donner un vocabulaire commun, qui vont nous dire « ça, c'est pas possible parce que ». Et c'est le « parce que » qui est intéressant. Donc, j'hésite pas. J'hésite pas à proposer beaucoup de choses qui ne vont pas rester à la fin, quoi. Et donc, on avance comme ça en se disant à ce moment-là, oui, ok, d'accord. Et puis, s'il y avait ça, et s'il y avait ça, si on essayait ça. Et on fait des allers-retours comme ça entre... des propositions. Là, par exemple, on rigolait parce que on vient de finir une installation à Metz le week-end dernier et on en était à la version 40 du montage son. C'est-à-dire qu'on a fait 40 allers-retours comme ça entre je propose, on rectifie, je repropose, on rectifie, et si on faisait ça, et si on faisait ça, voilà. C'est une méthode qu'on a... Enfin, oui, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Et... Ouais, disons qu'on est souvent sur un objet sculptural. Il y a une quatrième personne que je vous ai pas présentée qui s'appelle Marc Sicard et qui est designer, avec qui on travaille et qui va concevoir une forme de sculpture. Et par définition, cette sculpture, elle est quelque part inanimée. Et quelque part, du coup, notre rôle, elle est de venir l'animer au travers d'histoires, au travers de narrations qu'on va mettre en place. Et effectivement, c'est un raisonnement par couche, comme on le disait. En final, il n'y a pas d'interprète, etc. Au bout d'un moment, il n'y a que le son, il n'y a que la lumière qui sont capables de porter l'histoire au travers d'un objet. J'ai peut-être retrouvé une vidéo. Juste par rapport au travail de Marc, qui est designer,
Si on parle de dramaturgie, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le temps, l'évolution, le mouvement, Marc amène un espace et le design de l'installation, en fait, crée un espace et qui est important aussi. C'est-à-dire que cette notion d'espace scénographique, c'est vraiment aussi un élément qui nous influence, quoi. Voilà. Donc voilà, cette notion d'objet, elle est effectivement importante, cette notion d'espace, etc., à l'intérieur duquel. Ça, c'est une autre installation qui s'appelle Un oiseau de passage, et en fait qui reprend le principe de la chronophotographie, des recherches d'Étienne Jules Marais, etc., sur la décomposition du mouvement. Et en fait, cette sorte de sculpture que vous voyez qui ressemble un peu à un squelette de baleine, en fait, c'est la juxtaposition des étapes du vol d'un oiseau collées les unes à la suite des autres. Et ça, 2 jours et inanimé, c'est pas forcément lisible. Par contre, une fois quelque part la nuit tombée, en fait, par allumage successif de ces différentes étapes d'un oiseau, on recompose comme ça le vol d'un oiseau et on crée comme ça une narration à travers différents espaces. Là, je trouve que tu avais fait un travail sur le son qui était hyper intéressant. Dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait des marqueurs humains très forts en fait par rapport au son. C'est l'histoire d'un oiseau qui va traverser différents biotopes, différents éléments, y compris des biotopes modifiés par l'homme. Il y a toute cette problématique-là du côté des oiseaux migrateurs qui n'arrivent plus à trouver leur chemin parce que les espaces naturels ont été trop perturbés. Et on s'est rendu compte finalement que en fait, un son de mouette, ça suffit, on est à la mer, et qu'il y a des marqueurs qui sont extrêmement simples pour arriver à voyager quelque part. Oui, une chouette et c'est la nuit. Une poule, on est dans une ferme, etc., etc., quoi. Et donc la construction de cette installation, en fait, a vraiment été pensée comme un parcours, un voyage, comme une migration, en fait. Voilà. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, ou des réactions, des remarques? Peut-être c'est intéressant que tu parles de ton rapport à la multidiffusion aussi, parce qu'il y a quand même un travail qui est, je pense, particulier. Enfin... Oui, je parlais d'espace, du design. On est dans des proportions qui sont évidemment monumentales. Les dimensions de l'oiseau, là, c'est une trentaine de mètres, on va dire. Évidemment, l'envie de travailler sur l'espace sonore avec ces installations est évidemment, moi j'ai eu envie de ça, quoi. Donc on travaille en multidiffusion et l'espace est pensé non pas sur un plan stéréo ou une multitude de plans stéréo, mais sur un espace global. Sur tout l'espace, c'est-à-dire que il peut y avoir des déplacements de son. Quand on pense à la musique, qu'est-ce que c'est que la musique dans cet espace? C'est-à-dire comment est-ce qu'on mixe la musique dans un espace comme ça? Comment est-ce que les pianos, les fortés peuvent être à différents endroits? Comment le son, en fait, s'écrit aussi dans l'espace. Et donc, pour les gens qui font du son, on en a parlé en cours, mais je travaille en ambisonique, ce qui me permet de concevoir l'espace indépendamment du système de diffusion, ce qui impose à la fin du travail, c'est-à-dire que la première fois que l'œuvre est installée, d'avoir un temps important de mixage et de finalisation du son dans l'espace réel. Puisque là, on vient de finir une installation avec 8 pistes et on n'a pas de studio avec 25 mètres d'ouverture et
Enfin, c'est pas possible. Je suis obligé de finaliser le mixage in situ. Voilà. Et donc, ce qui nous a amené pas mal d'énergie dépensée la semaine dernière, puisque vous le savez peut-être, mais c'était la fête de la musique. Et évidemment, on est dans un espace urbain et dans un espace... là, on était à Metz, en l'occurrence. Ben, quand on doit mixer et qu'à côté, il y a des reprises de Claude François et de Michel Sardou, c'est un petit peu difficile de travailler dans l'espace urbain. Mais voilà, ça fait partie des contraintes aussi de ce travail-là, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. En tout cas, c'est un aller-retour quelque part de mouvement et de trajectoire. Je trouve que la manière dont on va pouvoir déplacer un son, la manière dont on va pouvoir déplacer une lumière, etc., va nous amener à créer des trajectoires communes et d'écrire comme ça cette partition qui va permettre au fil narratif d'avancer. Pardon, je suis remonté en arrière. Il y a cette notion-là de pouvoir écrire par le... dis donc, il n'y a plus rien qui marche. C'est pas très... Ah oui, si, d'accord. Donc, en fait, moi, je peux voir des vidéos sur mon ordi, mais pas là. Mais vous, non. C'est comme ça. Il y a peut-être cette notion qui est... Ah là, ça devient si tu lances sur ton ordi et qu'on ait juste le son, non? Ah, on peut écouter du son éventuellement, voilà. Il y a cette notion de cycle qui est extrêmement importante aussi pour nous. Comme je vous disais, on fait des œuvres qui sont relativement courtes et à la fois longues, dans le sens quand c'est l'hiver et qui fait moins quelque chose de degrés, le temps n'est pas le même quand on est dans la rue, etc. Et du coup, on a des œuvres qui durent entre 6 et 10 minutes, quelque chose comme ça, et dont on a besoin d'avoir une écriture. En fait, on ne sait jamais à quel moment les gens vont arriver. Est-ce qu'ils vont arriver au début de la boucle? C'est-à-dire que nous, on le pense avec quelque part un début, une fin, mais en même temps, les gens peuvent arriver vraiment à n'importe comment. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des écritures qui font que même si on vient au bout de 5 minutes, en fait, on a quand même un point d'entrée et on va pouvoir boucler avec la suite et il va quand même pouvoir se passer quelque chose. Donc ça amène vraiment à une relation à l'écriture assez particulière. Et aussi une étude, évidemment, des fortés, des pianos, etc. Comment est-ce qu'on arrive à dynamiser un petit peu cet ensemble-là et comment est-ce qu'on arrive à maintenir une certaine attention du spectateur dans ce cadre-là, qui est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui sont dans la ville puis qui rentrent chez eux après le boulot. Et en fait, c'est toute la magie de ça. Si ceux-là, on arrive à les choper, c'est génial. En fait, tiens, il se passe quelque chose de différent dans mon quotidien. Il y a une sorte de magie, une poésie nouvelle. Moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, me plaît beaucoup dans le fait de sortir ça des salles de spectacle, etc. Je trouve qu'il y a une magie à cet endroit-là dans le fait d'intervenir dans l'espace public. Même si, évidemment, ça demande de mixer sur du Claude François ou de commencer la lumière à 23h parce que le soleil se couche à 23h. Donc, ça a créé des points d'encontre. Là, par exemple, sur la dernière création, François, lui, il avait une limite pour faire du son jusqu'à 22h. Et moi, je pouvais commencer à faire de la lumière qu'à partir de 22h, grosso modo. Donc, finalement, les temps de croisement réels dans lesquels on pouvait se rencontrer étaient finalement très, très réduits. Peut-être pour la fin, en fait... Je sais pas comment le dire, mais évidemment, on va voir aussi plein d'installations différentes dans les différents festivals Fête des Lumières dans différentes villes d'Europe. C'est une petite réflexion, quoi, mais je trouve qu'on se démarque un peu dans la conception son, puisqu'on a vraiment une écriture du son et non pas seulement une musique. Je pense que la différence est fondamentale entre une conception sonore et une conception musicale. Souvent, les œuvres lumineuses comme ça, qui sont dans les espaces urbains, on a une musique, c'est-à-dire qu'on a une bande musicale qui accompagne l'œuvre. Là, il y a de la musique, évidemment. Le travail de Camille est fondamental. La musique est fondamentale dans notre écriture, mais c'est un élément du sonore. C'est-à-dire que ce n'est pas la musique qui est le moteur d'écriture, quoi. C'est vraiment une conception sonore dans laquelle la musique a une place importante, très importante, évidemment. Mais en tout cas, la musique est un élément... on a vu le tableau des éléments présentés par Christine. Il y avait le musical, mais j'aurais aimé qu'il y ait une couche sonore, parce que c'est pas la même chose. Le musical et le sonore
sont légèrement différents, quoi. J'ai essayé un truc, mais je suis d'accord avec toi. Et dans la manière dont on travaille aussi avec Benjamin, Benjamin est un des rares éclairagistes qui peut avoir j'allais dire, une pensée sur le sonore. C'est-à-dire que c'est exactement comme moi, je peux aussi avoir une pensée sur la lumière et faire des retours sur la lumière. Voilà. C'est-à-dire qu'on on est vraiment chacun dans nos domaines, mais en tout cas, je pense avoir un regard. Je comprends sa démarche, et inversement, c'est important, quoi, la façon dont les humains vont travailler ensemble est importante sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, je pense, aller dans une telle écriture si on n'avait pas une complicité par ailleurs, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.